Ça fait 3 mois depuis la vidéo que je t'ai dit que ça fait 10, 12, 13 ans que je fais des saps, depuis que j'ai recommencé ma marque à zéro. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps et important de faire un bilan. Ça fait 10, 12, 13 ans, je crois, que je fais des saps. J'ai jamais fait de collection. J'avais peur de faire une collection, d'assumer de faire quelque chose de cadré, de régulé, de conventionné, et que ça floppe. Quand j'ai commencé à recommencer, j'avoue que je me suis dit que ça allait être facile. Parce que, fort de plusieurs années d'expérience, et vu que ça fait quand même ça fait longtemps que je fais ça, je me suis dit, oh, mais en fait, ça va être facile, juste, je dois arrêter de faire ça, arrêter de faire ci, arrêter de faire ça, commencer à faire ça, commencer à faire ci, et c'est bon et tout. Et ce que j'ai fait, il y a plein de choses que j'ai éliminées et des choses que j'ai commencé. Et en avançant, j'ai surtout beaucoup parlé à la caméra. Les artistes, ce sont les athlètes de Dieu. Ouais, le streetwear, c'est mort. Parce que nous, d'où on vient, on est fly avec rien. Être un artiste, en vrai, c'est un sport de riche. Et si t'as pas le mental, tu peux pas le faire. Quand tu n'as encore rien construit, on va appeler ça de l'ego. Lorsque les résultats arrivent, on va parler de vision. Faut arrêter de constater que tous ces échanges que j'ai eus avec le monde au final, aussi bizarre soit-il, et je m'attendais pas du tout à ça, mais ça ressemblait beaucoup plus à une thérapie que à ce que j'aurais pu imaginer. Et en fait, toutes les questions qu'on se pose chaque semaine et qu'on filme et qu'on fait en sorte de répondre, ça m'a permis d'aller vraiment en profondeur dans ce que c'est qu'avoir une marque. Pourquoi faire une marque? Et quand j'étire tout ça même, pourquoi faire ce que tu fais? Il y a quelque chose que je pense avoir beaucoup sous-estimé dans le pourquoi, c'est que il n'y a pas qu'une réponse au pourquoi. Et on a eu plein de conversations, j'ai eu plein de réflexions, dont une réflexion qui parlait du fait que pour moi le streetwear était mort, en tout cas la manière dont il a évolué. Je trouve qu'il est arrivé à un point culminant qui fait qu'il doit se reconstruire ou se recentrer, en tout cas qu'il doit y avoir une nouvelle manière de l'approcher. Ces 3 premiers mois, ils m'ont aussi fait comprendre le point auquel les artistes sont les athlètes de Dieu. Et c'est une réflexion qui m'a beaucoup suivi. Et une chose également archi importante, c'est le temps. Il y a une partie de moi qui m'en veut, en vrai. Je m'en veux parce que je te l'ai dit que je fais ce truc avec mes couilles, tu vois, vraiment avec mes couilles. Et je me dis, putain, j'aurais pu avoir encore plus de couilles plus tôt. Mais il y a le temps des hommes, et il y a le temps de Dieu. Où je suis très reconnaissant, en vrai, c'est que tout ce temps, en fait, il m'a permis de réussir à mettre des mots sur ce que je ressentais, sur ce que je pensais. Et il m'a permis aussi d'accepter mes incohérences. Et que mes incohérences, elles faisaient partie pleinement de mon développement. Et je pense que lorsque tu es dans une approche perfectionniste, en fait, c'est compliqué pour toi de comprendre et d'accepter tes incohérences. De te dire, ouais, mais non, mais ça, je veux que ce soit comme ça. Et je pense pas que les incohérences, ce soit une preuve de faiblesse. Je pense que les incohérences, c'est une preuve d'humanité. Et du coup, cette collection qui est bientôt finie, aujourd'hui on est au jour 80 sur 90. Je suis très content de ce qu'on a fait et à la fois j'ai l'impression que c'est pas assez. Je suis vraiment le cul entre deux chaises, entre me dire que tu sais, t'as une marque, Roger. Tu dois répondre à des questions. Tu dois répondre à ce que les gens veulent. Tu dois répondre à ce que les gens pensent avant même qu'ils ne le pensent. Donc j'avoue que c'est quelque chose sur lequel je me bats. Je me bats vraiment pour être aligné sur cette balance de répondre aux questions ou seulement de créer les questions. Parce que je pense qu'encore une fois, il y a une différence entre un créatif, finalement, et un artiste. Je trouve que c'est 2 catégories qui sont différentes. Le temps et mes réflexions m'ont permis de capter que les créatifs poursuivent l'argent, les artistes poursuivent une vision. Tu peux avoir les 2 en toi, tu peux en avoir qu'un seul. Mais réussir à faire cohabiter toutes ces contradictions qu'il y a en toi de manière
cohérente. Je pense que ça a été le challenge le plus important de ma carrière. Donc là, je recommence ma marque de zéro. C'est pas vraiment de zéro parce que j'ai fait beaucoup de choses. Donc si toi, t'es à la maison, ou t'es à l'école, ou t'es dans le bus et que tu dis « Oh, je vais commencer une marque de zéro » et que moi, je te dis que je vais commencer une marque de zéro, c'est pas le même zéro. Mais c'est style le zéro. Ces 3 mois, ils m'ont permis de réaliser une espèce de charte, une espèce de 10 commandements sur ce que moi j'aurais aimé savoir en commençant à faire des vêtements et en commençant ma marque une décennie plus tôt. Du coup, on a fait un Substack. C'est un espèce de néo-blog dans lequel tu peux poster des articles, des photos, des pensées. Et c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, fit très bien avec ma manière d'aborder les choses et ma manière de vouloir les délivrer. Pour citer ces 10 commandements, il y a ton pourquoi avant tout. Donc pourquoi est-ce que tu fais ça, encore une fois? Qu'est-ce qui t'anime? Et je pense que la chose qui est très 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 importante à souligner, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Et du coup, il n'y a pas de bonne réponse non plus. Le deuxième, c'est que personne ne t'attend. Ça veut dire que personne t'attend, poteau. Et je pense que ça va implicitement avec le fait de prendre son temps. Prendre ton temps parce que personne t'attend. Créer et vendre sont 2 choses complètement différentes. Je pense que quand tu commences une marque, c'est quelque chose que tu ne comprends pas forcément. Je me souviens que lorsque moi j'ai commencé, je me suis dit, mais je vais faire les plus belles sapes, les plus poussées avec le plus de matériaux possibles, imaginables que je peux trouver. J'allais chercher des anciens tissus, des tissus de maisons de couture. Je disais, mais ça vient de Dior, ça vient de Vuitton. Je vais faire la plus belle pièce, je vais faire un truc de fou en mettant du cœur. Les gens s'en foutent. Et créer quelque chose qui paraît exceptionnel pour toi, c'est une chose, et c'est très important. Je pense pas que c'est quelque chose qu'il faille arrêter, mais créer et vendre sont 2 choses qui sont complètement différentes. C'est quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt. Et à la fois, je suis reconnaissant de ne pas l'avoir vraiment eu en tête parce que ça m'a permis de développer véritablement mon univers. Tu ne fais pas uniquement des vêtements. Lorsque tu fais une marque ou même lorsque tu fais des vêtements, tu construis un langage. L'idée avec le fait de construire un langage, c'est que si tu fais des choses que personne d'autre que toi n'est à même de comprendre, il n'y a pas d'échange, c'est un monologue. Et la problématique avec les monologues, c'est que ça devient stérile. Et le but d'une marque ou de toute chose qui sort de toi et qui arrive à un endroit et qui se propage, c'est de le propager. Et la stérilité, c'est bien évidemment l'inverse de ça. L'ego peut te tuer et l'ego peut te sauver. Je pense que bien évidemment, il y a énormément de légendes urbaines avec ce que c'est l'ego, ce que ça veut dire. En ce qui me concerne, moi, je l'utilise comme un moteur pour être le meilleur, parce que c'est ce que je veux. Et parce que je pense que c'est ce que nous devons être et tendre à vouloir être. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui peut t'amener à avoir une approche sur ta qualité et sur ton pourquoi et sur toutes ces choses beaucoup plus pointues. En même temps, l'ego peut te tuer parce que, bien évidemment, s'il n'est pas placé au bon endroit, il y a de fortes chances que tu ne finisses pas au bon endroit aussi. Mais c'est ma faute, à chaque fois j'ai envie de faire le mec humain, le truc, ça. C'est ma faute. Trop ma faute. Trop ma faute, à chaque fois Dieu est mon temps. Ton image est aussi importante que tes pièces. Alors aujourd'hui, je ne t'apprends rien, on a une ère qui met en avant les personnes presque autant que les marques. Et de ce fait, ta personne est presque autant importante que la marque. Donc ça va bien évidemment avec comment tu te présentes, comment tu parles, comment tu ne te présentes pas aussi, parce que tu peux avoir pris pour choix d'être invisible et d'être anonyme.
contraintes vont devenir ton super pouvoir. C'est-à-dire que dernièrement, par exemple, j'avais une conversation avec un ref à moi et il me disait « Ouais, mais si tu avais plus d'argent, tu ferais ci, tu ferais ça, mais tu trucs. » Et je lui disais « Je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense également que le fait d'avoir à beaucoup d'endroits des budgets limités et des choses limitées, ça fait que je dois créer dans cette limite, je dois exprimer dans cette limite et ça fait que tu crées de la magie avec ce que tu as et tu ne fantasmes pas du coup ce que tu n'as pas. Et je pense que en ce sens, ça devient ton super pouvoir et parfois ça devient même ta signature. Créer une équipe mais ne fantasme pas les potentiels. Alors moi j'ai été le professionnel de ça, donc c'est pour ça que je pense que je l'ai mis dans mes commandements. J'ai toujours su et eu l'impression que pour réussir, il fallait une équipe, que même si tu as une vision ou que tu avais une vision, je pense que c'est toujours très important de pouvoir être porté, accompagné et de pouvoir grandir de cette manière. Mais il y a aussi une chose que moi j'ai faite de manière répétée, c'est que j'ai fantasmé les potentiels. Et je sais que beaucoup d'entre nous fantasment les potentiels, parfois dans des relations autres que celles qui sont dans une dynamique professionnelle, parfois dans des relations amoureuses, parfois dans des relations... je ne sais pas, mais voilà, ça arrive. Donc créer une équipe mais ne fantasme pas les potentiels. Et ne pas fantasmer les potentiels, ça veut dire savoir quand est-ce que tu dois arrêter une collaboration et réussir à dissocier les émotions du factuel et savoir arrêter ce qu'il faut arrêter lorsqu'il faut l'arrêter. Les gens achètent une vision avant d'acheter un produit. Donc du coup, une vision, une philosophie, voilà, tu vois, tu le reprends comme tu veux. Je pense que le 1 et le 10, ils vont un peu ensemble parce que la vision, je pense qu'elle est souvent proche du pourquoi. Ces 10 commandements-là, je les ai faits, je les ai rendus disponibles parce que je pense que moi, je me souviens, grandissant à Paris et faisant des SAP à Paname, j'ai eu l'impression que la transmission était aux abonnés absents. Et aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai et avec l'ambition que j'ai, je pense que la transmission fait partie d'un des piliers de ce que je fais et de ce que nous faisons. Même si je pense que le gatekeeping est très important, encore une fois, parce que ça se mérite. Mais repartir de zéro pour faire le point et conclure sur ces 3 derniers mois, alors ça m'a montré que la route est encore longue et que la direction est beaucoup plus importante que le speed. Et que je sais que nous sommes dans la bonne direction. Et que je suis très reconnaissant pour ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Je pense que c'est tout bonnement que je dois dire merci Seigneur, que je dois dire merci à mon équipe, parce que je ne suis pas tout seul dans celle-là. Et que voilà, je pense qu'on va dropper cette collection dans quelques semaines. Et puis ensuite, je pense que je vais continuer à réfléchir sur comment est-ce que je veux écrire l'histoire en ne laissant en aucun cas le temps, la société et les gens me dicter mon comment. T'as bien entendu mon comment ? Ouais. Me dicter mon comment.